Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui en Sorbonne pour cette table ronde sur le budget participatif qui est organisée dans le cadre des Acadays d'IMODEF. Et je remercie bien sûr chaleureusement Irène Boisdana et William Gilles pour leur invitation et pour l'organisation de ces belles journées de colloques. Je suis entourée aujourd'hui d'universitaires, de praticiens et d'étudiants pour discuter du budget participatif. Alors avant de commencer nos interventions, j'aimerais donner la parole aux deux étudiants de Paris 1, Madame Gerge et Monsieur Nassour, c'est cela, pour nous dire comment ils conçoivent le budget participatif, qu'est-ce que c'est pour eux, et puis ensuite nous donnerons nos points de vue. C'est bon. Alors, c'est bon. Venez devant, si vous voulez. Je vais essayer. Oui, c'est bien. Okay. Alors, le budget participatif est premièrement un mécanisme de prise de décision démocratique qui permet aux citoyens de s'impliquer activement dans la gestion des ressources financières de leur communauté. En fait, il s'agit d'un processus pour lequel les résidents d'une municipalité, d'une région ou d'une entité géographique déterminée ont la possibilité de proposer, discuter et voter sur la manière dont une partie du budget public sera allouée. Cette approche vise à renforcer la démocratie locale en donnant aux citoyens un rôle central dans la définition des priorités et des projets qui auront un impact sur la vie quotidienne. En France, cette démarche se traduit par l'allocation d'une enveloppe budgétaire de la part de la collectivité. Oui. Une approche un peu historique, ce concept vient du Brésil en fait, et il a été mis en place pour la première fois en 1989. Depuis, il s'est répandu dans le monde entier avec des variations adaptées à chaque contexte local. Et les premiers budgets participatifs français ont fait leur apparition en début des années 2000. Et en prenant l'exemple du Brésil, il a été mis en place dans plusieurs villes françaises qui ont lancé leur premier budget participatif. C'est très clair et vous nous avez bien montré que le budget participatif, c'est un bel outil de démocratie, mais dont il ne faut pas oublier les limites, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette table ronde. Alors je commencerai celle-ci par une brève intervention qui vise à rappeler que le système politique français est souvent présenté comme ayant créé un citoyen qui est abstrait, qu'on veut bien écouter à condition qu'il se taise, finalement, que l'on veut bien écouter à condition qu'il ne s'exprime qu'au moment des élections. En réalité, loin s'en faut. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses normes qui prévoient la participation des citoyens. Et je pense en premier lieu au droit de pétition qui existe tout de même depuis la Constitution du 3 septembre 1791. Et puis on peut aussi mentionner au plan local la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a créé le référendum local, qui permet aux citoyens de se prononcer sur des projets de délibération ou d'actes qui leur sont soumis par leurs élus. Et puis, il y a d'autres formes de participation citoyenne qui sont prévues par la loi. Je pense aux participations en matière d'environnement, au débat, à la concertation autour des projets qui ont une incidence sur l'environnement, qui sont prévus, qui sont organisés depuis la loi du 2 février 1995. Et puis, on trouve des procédés moins formalisés, je pense au grand débat national, qui s'est déroulé en 2019, dans le cadre, à la suite de la crise des Gilets jaunes, et au cours duquel les citoyens étaient appelés à se prononcer sur des sujets très variés, la fiscalité par exemple, la transition écologique, les services publics, tout ce qui peut toucher à leur vie au quotidien. Et au fond, tous ces exemples montrent, pour moi, selon moi, que les citoyens peuvent peser sur la prise de décision politique sans se substituer aux représentants élus, bien sûr. Et cela est particulièrement vrai en matière budgétaire. En ce domaine, il existe une participation citoyenne au niveau des collectivités territoriales qui conduit à un certain partage de la prise de décision financière.
Et d'ailleurs, c'est aussi le sens et la portée de la Charte européenne de l'autonomie locale qui nous dit que l'exercice de l'autonomie locale se fait par les conseils élus, mais que cela ne porte pas préjudice au recours à toute forme de participation citoyenne. Alors, je vous propose de voir dans un premier temps quels sont les fondements juridiques du budget participatif. On verra qu'ils sont minces. Et ensuite, nous verrons quelles perspectives peuvent être dégagées d'un point de vue juridique. Alors, pour ce qui est des fondements juridiques, depuis le début des années 2000 et surtout depuis les élections municipales de 2014, la participation budgétaire citoyenne tend à se développer au niveau local. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, cela renvoie à une délégation temporaire et encadrée d'une partie du pouvoir décisionnel pour décider d'une partie des dépenses facultatives. L'expérience montre que ce processus de codécision, il va prendre deux formes. Il pourra être soit pyramidal, soit horizontal. Donc, soit les habitants vont définir des priorités, ils vont désigner des délégués qui vont être chargés de porter ces projets auprès de la ville, soit ils vont participer largement, et c'est finalement ce que l'on retrouve davantage. Et ce qui est étonnant, de manière assez surprenante, c'est que cette participation, ces initiatives reposent sur un cadre juridique finalement assez mince. Première norme à laquelle on pense, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, du 26 août 1789, qui pose que le pouvoir fiscal appartient aux citoyens et à leurs représentants. Et puis le législateur offre la possibilité aux collectivités d'associer leurs citoyens dans la prise de décision par différentes dispositions du Code général des collectivités territoriales. Donc cette configuration juridique, en réalité, elle laisse une marge de manœuvre assez importante aux collectivités dans l'organisation de cette consultation. Et finalement, cela conduit à faire que le budget participatif, c'est un processus démocratique qui est souple, d'où aussi son intérêt. Et en plus, j'ajouterais que ce qui est très intéressant, c'est que ça dépasse les limites du suffrage français, du suffrage dans notre droit français. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir 18 ans pour voter, il n'est pas forcément nécessaire d'être citoyen, ni d'être européen. Et puis, on peut voter en ligne. C'est même, contrairement donc aux élections, c'est même privilégié, c'est même quelque chose qui est appréciable pour que le plus grand nombre se prononce. Et puis, à la différence des dispositifs de pétition, des comités, des consultations en tout genre, le budget participatif est associé à des crédits. C'est-à-dire qu'il ne va pas souffrir a priori d'une forme de découragement des citoyens en se disant je donne mon avis mais ça ne sert à rien. Le budget participatif correspondant à des crédits, cela va évidemment dans le bon sens. Et je pense que les deux témoignages de Nanterre et des Pyrénées nous montreront, ou pas, si c'est vrai, en pratique. Toutefois, en attendant, plusieurs pistes d'amélioration peuvent déjà être envisagées pour consolider ce procédé. On l'a vu, la participation budgétaire, elle souffre d'un certain manque de fondement juridique. C'est pour cela que, d'une part, on pourrait imaginer la mise en place d'une loi cadre sur les budgets participatifs qui encadrerait utilement cette pratique, qui pourrait permettre, par exemple, d'en limiter le recours à un pourcentage de dépenses d'investissement, parce que l'idée, c'est un équilibre subtil. L'idée est bien sûr de ne pas vider le mandat politique de sa substance. Cette loi permettrait aussi de prévoir un recours juridictionnel pour les citoyens ou les électeurs qui ne seraient pas d'accord avec le déroulement, par exemple, du budget participatif. Et puis, il pourrait être aussi envisagé d'introduire un principe budgétaire de participation qui serait mis en place à côté du principe d'annualité, d'unité, d'universalité, par exemple, et qui permettrait de définir des grands principes que devrait respecter le budget participatif, la transparence par exemple, l'inclusion, la non-discrimination, et puis on pourrait imaginer aussi le respect par la collectivité du vote des citoyens, par exemple. Et puis, et j'en terminerai par là, à mon sens, la loi n'est comme souvent pas la solution miracle. C'est-à-dire que, et peut-être que, j'espère que cette table ronde permettra de le confirmer, ou pas d'ailleurs, la participation citoyenne, elle manque peut-être en premier lieu d'un portage politique fort. Il ne faut pas qu'elle soit conçue comme une menace pour les élus. Elle manque peut-être également de moyens financiers. C'est-à-dire que si les enveloppes allouées par les élus à la participation citoyenne sont faibles, l'intérêt sera faible également, l'enjeu ne sera pas
suffisant. Je pense aussi aux moyens de communication qui doivent être larges. La participation, elle doit être large, elle doit toucher notamment les classes dites défavorisées. Et elle doit aussi, elle doit s'accompagner aussi d'une certaine formation, puisqu'il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir qu'est-ce qu'un budget local, qu'est-ce qu'une dépense d'investissement et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent public local. Donc en fin de compte, tous ces éléments montrent que oui, le budget participatif est a priori perçu comme un moyen, comme une nouvelle impulsion à la démocratie française, notamment dans un cadre de raréfaction des ressources publiques, dans un cadre de contestation croissante de l'action publique. Mais il doit faire l'objet d'un débat juridique, mais aussi politique, pour essayer d'identifier sa place, de lui trouver une légitimité. Et je remercie William et Irène d'organiser cette table ronde aujourd'hui parce qu'elle porte sur un thème qui est à mon sens fondamental pour la vie démocratique française. Je vous remercie de votre attention et je passe tout de suite la parole à Madame Fazard qui est DGA à la ville de Nanterre. La mise en place du budget participatif en 2018, c'était un peu naturel et dans cette continuité de la participation citoyenne qui est considérée aujourd'hui comme un des piliers très forts de l'action publique municipale. Et donc c'est venu aussi pour peut-être impliquer les habitants autrement, c'est-à-dire au-delà de venir donner un avis sur un projet urbain ou sur un projet, une politique publique menée, c'est de dire comment aussi on peut être acteur de l'action publique municipale et non seulement on donne un avis, mais aussi on porte un projet et on participe à sa mise en œuvre, y compris dans la décision budgétaire qui est allouée et aussi dans la gouvernance du projet. Donc en fait, la première édition qu'on a menée, c'était en 2018, avec, comme vous l'avez dit en introduction, donc c'était important aussi, compte tenu aussi de la taille de la ville, mais aussi de donner en fait une échelle assez importante à cette implication citoyenne, de décider aussi un budget qui soit à la hauteur. On a du coup décidé de l'allocation de 500 000 € comme budget, et on est aussi une des rares villes, si ce n'est la première, voire l'unique, qui a décidé dans le budget participatif de ne pas de faire aussi du fonctionnement, parce que généralement dans les budgets participatifs on a les sections investissement parce qu'on est sur des projets plutôt structurels, et donc la décision de la ville c'était aussi de favoriser, enfin de dédier une enveloppe du budget fonctionnement qui soit rattachée dans les directions des services, et ça facilite pour autant aussi la démarche qui est entreprise par les citoyens eux-mêmes, sans que cela soit vraiment visé ou exclusif à l'initiative associative. Donc pour la première année, on a, donc pour revenir aussi au contexte, à la ville de Nanterre, on a 10 quartiers dans la ville. Donc on a un gros quartier qui fait 22 000 habitants à lui-même, et les autres, on a généralement des quartiers entre 10 et 15 000 habitants sur la ville. Donc l'idée c'était de dire on va donner une enveloppe budgétaire par quartier. Donc on a 10 quartiers, chaque quartier avait le droit à 45 000 € de budget, et puis un budget toute ville pour un projet un peu plus structurel de 50 000 €. Et on a défini un seuil de 15 000 € par projet parce qu'on est sur une année d'expérimentation, que c'était aussi intéressant aussi dans cette quête de l'efficacité des deniers publics, important de définir un seuil. Et on a désigné bien sûr un collectif d'animation de conseils de quartier qui sont des acteurs centraux dans le pilotage des budgets participatifs. Donc on s'est appuyé sur ces collectifs de conseils de quartier pour mener la démarche, et que ce soit aussi des lieux de validation des projets et du vote, bien sûr. Et ça nous permettait aussi de garantir l'intérêt général du projet et son impact pour la vie locale, notamment en termes de lien social et l'amélioration de cadre de vie. Donc cet appel à projet était ouvert à tous les Nantériens, c'est-à-dire qu'il y a un Nantérien qui habite Nanterre, qui est étudiant à Nanterre, donc les étudiants qui sont à Nanterre, ou un salarié qui travaille à Nanterre, ou une association qui intervient sur la ville de Nanterre. La conception de Nantérien, elle est beaucoup plus large que, en tout cas, elle n'est pas réduite à l'habitant citoyen qui vote ou qui habite la ville de Nanterre. Et donc pour élargir aussi la participation citoyenne, c'est qu'on a à la fois mené, on a mené du coup une démarche hybride, à la fois en présentiel avec des urnes traditionnelles dans des endroits, notamment les mairies de quartier, dans des associations, dans des centres sociaux, mais aussi à une plateforme numérique qui permet aussi la participation des citoyens à distance.
Donc on a aussi favorisé la démarche de l'hiver avec des urnes mobiles dans les quartiers, la sortie des gares, là où il y a des flux, parce que c'était important aussi d'avoir une échelle de, enfin, en tout cas un nombre de participants assez important pour une meilleure représentativité de l'initiative, en tout cas publique locale. Alors, j'essaie juste de défiler mon support. Alors, donc pour la saison 4, alors je ne rentre pas, donc depuis 2018, on a 4 saisons. Cette année, en 2023, on a annoncé la 4e saison. Et donc, sur cette saison-là, fin 2022-2023, on a eu 92 projets déposés qui sont instruits par les conseils de quartier. 72 projets estimés recevables et qui ont été instruits par les directions des services. Et puis, 39 projets qui ont été soumis au vote. Parce qu'évidemment, il y a tout un filtre qui est à faire. On a des projets, souvent, enfin, ce qu'on se rend compte qu'il y a des projets qui sont au stade de l'idée et que l'idée, quand même, c'était d'aboutir, en tout cas d'accompagner des projets qui sont aboutis dans leur montage et qui puissent avoir un impact sur la vie des habitants. Donc 31, à la fin de la démarche, on a 31 projets qui ont été retenus, 2 projets taux de vie et 29 projets à l'échelle de quartier. Ce qu'on a observé en tout cas, ou le retour d'expérience de cette initiative, c'est qu'on a eu une bonne réceptivité par les habitants. On a plus de 160 projets dès la première édition, dès 2018. On a un très bon retour sur les réseaux sociaux de la ville, en moyenne 1200 à 1380 vues sur des posts de Facebook ou LinkedIn ou Instagram aussi. On a 637 comptes créés sur la plateforme pendant la campagne de vote, soit 4200 comptes créés sur la plateforme de participation à distance depuis la création de sa création en 2018. Et on a une très bonne représentativité entre l'association et les habitants. Pour l'édition numéro 4, sur les 31 projets lauréats, on a 16 projets qui ont été portés par des associations et 15 par les habitants. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette hybridation des projets et aussi de portage. Après, sur les projets qui sont portés par des associations, généralement, c'est des projets aboutis parce qu'ils ont l'expérience de présenter des projets et de demander des financements beaucoup plus structurés que des projets qui sont portés par des habitants qui nécessitent finalement une démarche d'accompagnement et de formation-action par les services de la ville qui est beaucoup plus importante que pour le reste. Et on était agréablement surpris par la diversité des projets et thématiques qui sont proposés par les citoyens. Après, j'ai envie de vous dire, plutôt toujours en retour d'expérience, en fait, c'est l'avantage de cette concertation citoyenne et de cette participation citoyenne des habitants dans la mise en œuvre de l'action publique, c'est que les budgets participatifs permettent de renforcer la démocratie locale. En fait, ils permettent vraiment aux citoyens de prendre des décisions directes sur l'utilisation des fonds publics. Ça renforce aussi l'engagement citoyen. Ça favorise l'engagement en encourageant la participation et en donnant aux résidents de la ville un sentiment d'appartenance à leur communauté. Il y a la question de la transparence qui est assez importante. Ils permettent d'accroître la transparence et en exposant le processus budgétaire, puisque c'est vraiment un processus d'apprentissage citoyen, de l'élaboration budgétaire et toute la chaîne de valeur autour de ça, ce qui peut réduire aussi des risques de corruption ou autres. La meilleure allocation des ressources, donc les citoyens ont une meilleure connaissance de leurs besoins locaux, ce qui peut conduire à une allocation plus efficace des ressources locales. Et ça permet aussi l'innovation, parce que ça permet aussi de faire connaître des projets auxquels forcément on n'a pas pensé. Et c'est des projets qui partent du besoin réel des habitants, de leur vie. Parce qu'encore une fois, pour nous, les acteurs de l'action publique, ou en tout cas les techniciens, la ville, c'est un territoire de projet. Pour eux, c'est un territoire de vécu. Donc le rapport à l'action publique n'est pas le même. Sur peut-être les limites de budget participatif, c'est évidemment la complexité, parce que ça nécessite un temps assez important pour l'instruction des projets. Comme on n'est pas sur un usager expert, mais on est sur un usager qui vit le territoire et qui a parfois une idée, mais qui est pertinente, soit-il, mais elle vient très tôt, et donc il y a tout un chemin à parcourir pour accompagner la structuration du projet, d'un point de vue budget, d'un point de vue cadrage, faisabilité. Et donc forcément, cela nécessite du temps. Et quand on regarde le foisonnement des projets
sur 32 accompagnés sur l'année. Parfois, pour les services, ça représente un volume assez conséquent qui viennent aussi s'ajouter à de la charge de travail quotidienne. Donc, ça nécessite beaucoup d'organisation, d'agilité de la part des services qui accompagnent. La question aussi de ressources, parce que le budget participatif, aujourd'hui, on est sur des actions qui viennent en plus de ce qui est prévu par l'action municipale dans sa manière de servir et de faire. Mais ils ne viennent pas remplacer, ils viennent répondre à un besoin qui n'est pas couvert par le droit commun, mais du coup dans un contexte aussi de ressources limitées, sachant qu'aujourd'hui les collectivités elles font face aussi à une rareté des financements publics. Donc il y a aussi des choix, des arbitrages, le courage politique aussi de dire s'il n'y a pas un portage politique assez fort, je pense que ces initiatives malheureusement elles risquent en tout cas de disparaître ou de ne pas être portées à la hauteur qu'elles méritent. Il y a la question du modèle économique et du co-cachet des projets, parce que souvent, en fait, il y a des porteurs de projets, des associations qui viennent avec des projets avec un modèle économique qui n'est pas suffisamment travaillé. Et parfois, il y a des coûts cachés supplémentaires, notamment liés à des coûts de fonctionnement qui incombent à la collectivité pour un projet qui va coûter 15 000 €. Finalement, le coût induit pour la collectivité est de 30 000, voire 40 000. Et ça, souvent, dans les premières, en tout cas, les premières éditions du budget participatif, ça n'a pas été forcément évalué en tant que tel. Et donc, avec le retour d'expérience, maintenant, on essaye un peu de mesurer, d'évaluer les projets avec un regard d'expert un peu plus fin. Il y a la question du biais de participation, forcément, parce que ce qu'on constate dans les conseils du quartier, généralement, on a des habitants un peu experts qui viennent, ou des personnes qui sont engagées, soit dans des partis politiques, on a des associations locales, et donc on a peut-être moins de participation des habitants un peu lambda qui ne sont pas engagés dans ces parcours-là. Il y a le besoin d'accompagnement et de formation des porteurs de projets que j'évoquais un peu tout à l'heure, pour mieux structurer le projet, et lui donner une assise assez forte, parce que l'idée, c'est pas de faire juste une opération one-shot, même si au départ c'était l'expérimentation, mais c'est de pouvoir aussi industrialiser le modèle, et ne pas laisser dans sa phase un peu expérimentation. Et puis il y a la question d'évaluation à renforcer. Évidemment, l'idée c'est aussi encore pour industrialiser ces modèles et de leur donner une échelle importante pour les s'aimer, encore faut-il de définir aussi des grilles évaluatives permettant d'avancer sur ces innovations citoyennes. Nos perspectives à long terme, donc là, la prochaine étape pour nous, c'est d'aller expérimenter un budget participatif jeune, parce que ce qu'on a constaté aussi à travers la participation citoyenne, c'est que les jeunes, ils ne sont pas suffisamment impliqués dans ces démarches. Et donc là, on a décidé vraiment de leur dédier un budget participatif, vraiment. Et donc aller à la rencontre dans une démarche d'aller vers, avec des services municipaux, avec des clubs de prévention dans les quartiers, d'aller dans des espaces de jeux, des espaces de loisirs, à la sortie des lycées, des collèges, des écoles, avec une campagne aussi un peu qui leur ressemble, pour vraiment susciter un peu l'intérêt et susciter aussi la participation dès cet âge-là, pour qu'on crée vraiment cette dynamique de participation citoyenne et de la renforcer, et qu'elle ne soit pas limitée à des acteurs associatifs ou des acteurs engagés, comme je le disais un peu avant. Et ce qu'on a décidé aussi, c'est d'adhérer au réseau national des budgets participatifs, parce qu'on considère que tout seul c'est bien, mais avec les autres c'est encore mieux, de bénéficier des retours d'expérience, de faire aussi partager notre expérience de long terme, et puis de structurer cette démarche au niveau national, voire de créer des liens à l'international, parce qu'on considère que ces démarches un peu citoyennes, c'est l'avenir. Il faut vraiment les renforcer pour qu'on assure en tout cas cette démocratie locale et lui donner une assise encore plus forte. Ce que je me rends compte, je vais peut-être sauter juste une présentation très rapide pour donner quelques exemples des projets qu'on a pu accompagner, financer. On a par exemple l'action qui était portée par un centre social d'un quartier prioritaire. C'est le projet d'une ludothèque qui a été porté par des mamans de quartier, donc les accompagner à la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on a une très belle ludothèque dans le centre social de Parc Sud, qui est vraiment très investie par les habitants. On a financé, en tout cas accompagné la mise en œuvre d'un jardin thérapeutique
qui a été porté par une association Alter, qui accompagne des personnes qui ont un handicap physique et mental. Et c'est vraiment, on est dans le cœur d'un quartier prioritaire, Parc Sud, où c'est un jardin qui aujourd'hui est investi par les habitants, et donc il vit tous les week-ends pour les vacances scolaires, le soir. Donc il y a vraiment même des habitants qui ont trouvé une vocation à travers ça. On a financé aussi un stage de musique, musique pour tous, enfin pour tous les enfants qui n'ont pas forcément des moyens d'aller s'inscrire au conservatoire et vulgariser un peu la musique et leur faire connaître un peu des instruments qu'ils n'ont jamais vus ou jamais utilisés et susciter des vocations par la suite. Et un des projets aussi qui me semble une fierté, c'est une aire de jeu inclusif qu'on a imaginé à côté d'un stade, enfin le grand stade de la ville, et qu'aujourd'hui, en fait, ce projet-là, on l'a complètement intégré dans les projets d'aménagement urbain, que ce soit dans les corps d'école ou même dans les futures aires de jeu qu'on aménage dans nos quartiers. C'est vraiment une initiative qu'on va dupliquer. Pour dire tout ça pour dire en fait que des projets financés par le budget participatif, c'est pas juste des projets un peu tarte à la crème, mais on est vraiment sur des projets, et c'était aussi la volonté municipale d'accompagner des projets qu'on peut dupliquer ailleurs et qui peuvent contribuer en tout cas à changer la vie des notariés. Voilà un peu, très rapidement, brièvement, notre expérience à Nanterre du budget participatif. Merci beaucoup Madame Farzad pour cet exemple qui m'inspire beaucoup d'enthousiasme, et je crois comprendre que vos habitants et plus largement vos usagers ont bien reçu l'initiative, même si l'expertise des services municipaux reste indispensable. Vous avez bien appuyé sur ce point. Nous allons passer à un autre exemple, un second exemple, sans doute plus méconnu, qui est celui d'un budget participatif transfrontalier, avec Monsieur Laranda Buru, qui est doctorant à l'Université de Lorraine, mais surtout agent territorial au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Merci. On est à l'extrême sud-ouest de la France, donc sur la partie, pour ceux qui connaissent, le Pays Basque principalement, puisqu'on a un département, nous, le Pyrénées-Atlantiques, qui est bicéphale, avec d'une part le Pays Basque français d'un côté, et de l'autre côté, donc le Béarn. Mais là, vraiment, pour ce budget participatif, même si on n'a pas ciblé précisément le Pays Basque, on va se rendre compte, au regard des résultats, etc., que c'est la partie basque, et notamment en raison des réalités géographiques, qui a été principalement mobilisée. Donc, pour faire quelques éléments de contexte, et très rapidement, même si ça n'apparaît pas, on a sur le plan géographique, on a une frontière partagée qui est extrêmement mince, petite, qui s'étend sur une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. C'est vraiment sur le trait de côte atlantique. Voilà. Donc voilà, ça apparaît maintenant. Donc comme vous le voyez sur la deuxième carte, on a un trait de côte, donc c'est l'Atlantique sur le côté, et c'est vraiment cette frange territoriale qui est concernée en fait par les réalités transfrontalières qui nous concernent aujourd'hui. Le département est frontalier aussi avec la Navarre et l'Aragon, mais pour la première expérience, on a décidé de la mener avec les Guipuscois, car eux aussi, ils ont une forte culture de la participation citoyenne et une véritable volonté politique d'aller plus loin, de construire vraiment avec le citoyen de nouvelles formes de participation. Et c'est en ce sens où ça nous a paru naturellement en fait, de coopérer avec eux autour de ces thématiques-là. Il faut savoir qu'on a juridiquement en fait, des conventions de collaboration avec le Guipuscoa qui sont anciennes, elles datent de 2005 pour la première, et sont renouvelées régulièrement, tous les 6 ans environ. La dernière date de 2021. Et ce qui est important de noter, sans rentrer dans les détails vraiment de ces axes, de ces conventions, etc., c'est vraiment de noter qu'en fait, une convention ne permet pas, dans notre cadre, la création d'une structure de coopération commune dotée d'un budget propre. Et ça va être pour nous, on va le voir, notre principal frein et notre principale limite. Et donc on a vraiment, la convention là c'est quelque chose, c'est un instrument qui a davantage une portée politique, c'est une déclaration un peu d'intention
où l'on s'engage à coopérer autour de thématiques variées comme l'action sociale, la mobilité cyclable, la gestion des risques, etc. Et donc en 2021, comme je le disais, on a intégré un axe participation citoyenne à l'intérieur et qui s'est concrétisé par la création d'un budget participatif transfrontalier en 2022. Et nous avons eu donc 2 éditions de ce budget participatif. Donc rapidement les enjeux, pourquoi on a abouti donc à un budget participatif, c'est qu'il faut savoir que, comme le disait Madame Oisan, le citoyen déjà n'est pas forcément reconnu ou connu, mais en transfrontalier c'est pire. Le concept n'existe quasiment pas. C'est un concept politique, c'est une intention, c'est une volonté de le construire. Mais juridiquement, on n'a pas un statut prédéfini. On a, oui, le droit de l'Union européenne qui l'a défini quasiment comme un agent économique, c'est-à-dire un citoyen exerçant ses libertés de circulation. Mais nous, à travers ce budget participatif, on voulait démontrer que c'était quelque chose qui allait bien au-delà de la dimension économique en fait, que l'Union européenne promeut, et qu'il y avait également d'autres aspects qui venaient alimenter ce statut de citoyen transfrontalier. De même, c'est qu'on est très conscient sur notre territoire, c'est qu'on a une société civile transfrontalière très développée, avec un tissu associatif très fort. On a un vecteur qui est la langue basque, un vecteur commun, qui permet et qui génère énormément de collaboration et une identité territoriale très marquée. Donc ça facilite très fortement, on va dire, les collaborations entre associations. Mais pour autant, de la part des institutions, on a une méconnaissance un peu de ce tissu associatif et on a une volonté d'aller au plus près du citoyen et de ses acteurs de terrain pour pouvoir les accompagner au mieux et de faire converger un petit peu les intérêts collectifs transfrontaliers avec les intérêts publics transfrontaliers que l'on mène nous en tant qu'institution. Pour autant, il y a quand même une autre difficulté, c'est que c'est la complexité du paysage institutionnel transfrontalier. Parce que, comme on le sait déjà, en droit français, l'organisation administrative française est extrêmement complexe. On a un véritable millefeuille. Du côté espagnol, c'est la même chose. Et donc, en transfrontalier, c'est encore pire puisqu'on multiplie par 2 toute cette complexité. Et comme vous le voyez, là, j'ai mis une petite carte de l'ensemble des structures de coopération qui existent sur notre territoire. Et on voit qu'on a un véritable millefeuille qui rend assez illisible, on va dire, pour le citoyen, un petit peu les enjeux, les politiques publiques menées. Et donc, il y avait une volonté également d'aller dépasser un petit peu ce millefeuille aujourd'hui, puisque toutes les structures et toutes les collectivités territoriales du territoire ont des structures en fait bilatérales, ce qui a fait qu'on a recréé un millefeuille de coopération sur notre territoire. Et donc, à partir de ces budgets participatifs et plus globalement de tous les instruments de participation citoyenne qui sont mis en place, on a une volonté quand même de rapprocher le citoyen de ces politiques publiques. Et ensuite, il y a un dernier enjeu que l'on a identifié, c'est qu'on n'a pas à l'heure actuelle de dispositif financier pour accompagner les projets qui ne seraient pas d'envergure en fait, ou des petits projets, ce qu'on appelle des micro-projets nous en transfrontalier, c'est-à-dire des projets émanant de la société civile avec une portée ou un budget pas forcément relevé. Au département, on a eu jusqu'en 2020 un budget alloué justement à l'accompagnement des micro-projets transfrontaliers avec un accompagnement en ingénierie mais aussi un accompagnement financier. Et depuis 2020, depuis le Covid, globalement, cet instrument a été délaissé. Et donc, l'enjeu, c'était de repenser justement cet accompagnement des projets de proximité à travers le budget participatif, donc transfrontalier. Donc, notre principale difficulté ou notre principal enjeu, ça a été justement de confronter 2 cultures juridiques ou 2 cultures même philosophiques des budgets participatifs. Et ce que Mme Oisan avait déjà un petit peu exposé, c'est qu'on a 2 approches très différentes de la participation citoyenne de part et d'autre de la frontière, avec une approche très pyramidale ou verticale du côté espagnol, conformément un petit peu à la culture qu'ils ont des gouvernements ouverts. Et avec une vision en fait, des budgets participatifs, ils appellent ça Aurrekontu Irekiak en basque, c'est les budgets ouverts, c'est pas des budgets participatifs, et là la terminologie est assez importante, tandis que chez nous on a vraiment une culture du budget participatif dans le 64 qui est donc très classique, on a même un budget participatif qui existe sur notre territoire. Mais pour revenir sur les budgets participatifs, enfin les budgets ouverts espagnols, on est vraiment sur, et notamment dans le Guipuscoa, où ils ont vraiment mené une grosse réflexion autour de ça, sur des budgets
qui sont issus d'une co-construction avec la société civile à travers des laboratoires d'innovation sociale, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ces laboratoires d'innovation sociale, c'est des entités parapubliques qui regroupent à la fois des chercheurs de l'Université du Pays Basque, donc de l'université publique, des chercheurs aussi des universités privées, mais aussi des chercheurs qui travaillent dans des entreprises de consulting, etc. Et également des techniciens du Gipuzkoa, donc de la Diputación Foral, et également des associations, c'est des associations, elles ont un statut associatif, mais qui sont un peu parapubliques et qui sont investies d'une mission d'intérêt général. Chez nous, c'est quasiment des entreprises publiques des fois. Enfin, ils ont vraiment, il y a une forte délégation en fait, de ces missions de service public à destination de ces associations qui jouent carrément un rôle stratégique vraiment de développement territorial sur le territoire. Donc voilà, juste pour très rapidement, c'était juste pour vous dire qu'on avait deux visions très différentes du budget participatif, où on n'a pas réussi à se comprendre, bien qu'on soit trilingue tous, on n'arrivait pas à se comprendre au départ. Finalement, petit à petit, on a réussi à co-construire quelque chose qui est un petit peu une convergence des deux approches et qui est quand même très inspiré du système français des budgets participatifs. Donc on a gardé un droit de contrôle, comme ils disent en Espagne, c'est comme ça qu'ils qualifient, c'est-à-dire qu'on va quand même vérifier vraiment la teneur du projet, etc., qui répond bien aux missions d'intérêt général en fait, des deux collectivités, mais tout en leur laissant une marge de manœuvre assez importante. Et c'est pour ça que voilà, ça aboutit donc à ce fameux budget participatif transfrontalier, IDEIAC. IDEIAC en basque, ça veut dire les idées, tout simplement. Et donc, vu qu'on partait sur quelque chose et on partait dans l'inconnu complet, on a opté pour une thématique très large qui était de créer et renforcer les liens entre les habitants des deux territoires. On ne savait pas si des projets émergeraient, vu qu'on ne connaît pas cette société civile. Et donc on s'est dit, on va laisser le plus ouvert possible. On a permis des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement. On a vraiment ouvert au maximum ce budget participatif. Concernant les enveloppes, donc comme je disais, on n'a pas d'enveloppe commune, mais on a deux enveloppes adossées, 250 000 € chacune. Donc le principe, tout simplement, c'est les projets proposés par la société civile et votés par les citoyens des deux territoires conjointement. Et chaque citoyen a l'obligation de voter pour 3 projets. On ne voulait pas justement qu'ils ne votent que pour un projet, puisqu'il y avait le risque que les associations à fort potentiel mobilisateur justement fassent voter leurs adhérents, contrairement aux petites qui auraient moins de portée. Donc les projets étaient financés jusqu'à 100% et dans une limite de 20 000 €. Il n'y avait pas possibilité aussi d'avoir un financement conjoint public. Ils pouvaient apporter des fonds propres, mais pas de cofinancement public. On a proposé également un accompagnement en ingénierie, notamment à la fois sur le montage de projet, mais surtout, et c'est là ça a été notre cœur d'action, on va dire en tant que technicien, dans la mise en relation avec les associations de l'autre côté de la frontière, puisqu'on a une méconnaissance parfois de notre premier voisin, et on avait beaucoup d'associations qui étaient très motivées, très engagées, mais qui ne parvenaient pas à tisser du lien ou à connaître la réalité associative de l'autre côté, et donc de trouver un interlocuteur pour pouvoir monter ensemble le projet. Et donc on a passé 2 bons mois à mettre en relation, à les accompagner, aussi sur le plan linguistique, parce que tout le monde côté français n'est pas bascophone ou hispanophone, et de même de l'autre côté, où la langue française est totalement méconnue. Et donc souvent la langue commune c'est la langue basque, mais malgré tout ça nécessite aussi une connaissance approfondie du français. Et donc on a pour cela mis en place une plateforme de vote et un site web commun, trilingue, sur lequel les citoyens ont pu voter. Très rapidement, comment on a pu évaluer donc, la transfrontalité d'un projet, puisque c'était des projets transfrontaliers qui devaient naître, et je vais revenir très rapidement dessus, mais on a identifié 5 critères assez importants. C'est d'une part la nature du projet même. Est-ce que le projet il produit vraiment des effets concrets qui n'auraient pas pu être mis en œuvre si on s'était limité aux espaces purement nationaux? On a eu il faut que le projet ait une résonance sur l'ensemble du territoire transfrontalier, de part et d'autre de la frontière. Ensuite, il y avait une idée aussi de partenariat.
Il faut vraiment qu'une démarche partenariale se soit engagée et qu'on n'ait pas finalement des projets, on va dire miroirs, comme on dit dans le transfrontalier, ou avec l'association française qui porte un projet sur une thématique donnée et l'association espagnole qui en fait de même de l'autre côté. Et vu que c'est la même thématique, on considère que c'est transfrontalier. Non, là, il nous fallait vraiment un partenariat bien engagé et avec une véritable volonté de co-construire en fait ce partenariat. Il y avait aussi la question de la réciprocité. C'est que le projet ne devait pas bénéficier que pour un versant, il devait aussi bénéficier pour l'autre. Et il fallait aussi vraiment une démarche un peu win-win, c'est-à-dire que les deux porteurs de projet devaient se sentir vraiment impliqués et avoir des retombées concrètes sur le projet. Et enfin, ça c'est le Guipuscoa qui insistait dessus, c'était l'apport du projet au territoire, comme ils entendent. Donc c'est relatif à la notion de mission d'intérêt général que j'évoquais tout à l'heure. Il fallait vraiment voir si le projet s'inscrivait vraiment dans nos politiques publiques transfrontalières, s'il visait à contribuer au développement territorial et s'il répondait à des intérêts publics ou intérêts généraux plus globalement. Et pour terminer, on avait un enjeu autour de la promotion du plurilinguisme qui est vraiment notre enjeu majeur et on a été assez attentif quant au fait de voir si les 3 langues ou du moins 2 langues étaient présentes. Un projet uniquement en français ou uniquement en espagnol, déjà on commence à se poser des questions sur sa véritable transfrontalité. Pour autant, comme je le disais, on a quand même quelques différences territoriales qui ont persisté, notamment en raison de l'absence d'une structure de coopération commune. Et donc, c'est vraiment 2 budgets adossés et pas un budget commun. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a posé des problèmes. Déjà, on va dire au moment du comptage des votes, c'est que le classement final, alors on a compté les votes globalement, mais par contre, le classement final, il tient compte du territoire sur lequel le projet a été déposé. C'est-à-dire que si l'association avait déposé le projet dans les Pyrénées-Atlantiques, on avait un classement avec toutes les associations qui avaient déposé leur projet côté Pyrénées-Atlantiques, bien que le projet était transfrontalier. Et de même de l'autre côté de la frontière, où l'ensemble des projets déposés à Guipuscoa, en fait, avaient leur propre classement. Ce qui est un peu paradoxal puisque ce sont tous des projets transfrontaliers. Donc on est revenu sur quelque chose, et il y a eu même, on s'est peut-être sur la 2e édition, on s'est demandé si certaines associations n'attendaient pas le dernier moment pour justement savoir sur quel côté en fait il y avait plus de projets. Donc nous on n'avait rien dit volontairement, mais par chance, ça c'est vraiment le hasard, il y a eu autant de projets déposés d'un côté et de l'autre, donc ça c'est plutôt bien tombé, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et ensuite, quelques différences notables qui ont persisté aussi, c'est la nature des porteurs de projets, et c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les gouvernements ouverts, notamment en Guipuscoa, les personnes physiques pouvaient déposer un projet, les personnes morales, entreprises comprises dès lors qu'elles sont investies d'une mission de service public, d'intérêt général plutôt, et pouvaient déposer. Chez nous en France, non. C'était vraiment les associations, les fondations, donc toutes les personnes privées classiques, quoi. Et par contre, sur l'âge des personnes pouvant voter, nous aussi on avait une volonté dans notre budget participatif de s'adresser aux jeunes côté 64. Donc les personnes à partir de 11 ans pouvaient voter pour leur projet. Par contre, au Guipuscoa, ils n'ont pas du tout cette culture-là de la participation des jeunes et ils ont calé le profil de votant au censo, enfin, au recensement en fait, espagnol qui commence à 16 ans. Et c'était aussi pour eux une sécurité juridique pour pouvoir contrôler les votes à l'issue de la phase de vote. Et donc, on avait cette différence notable de votants qui pouvaient voter à partir de 11 ans chez nous et 16 ans en Guipuscoa. Très rapidement sur les résultats, et donc on a eu 2 éditions, comme je le disais, en 2022 et 2023, avec une participation en hausse sur la 2e édition. 3500 votants quand même en 2022, ce qui est assez énorme sur le transfrontalier, où on n'a pas l'habitude de mobiliser beaucoup de monde, c'est pas facile. Et pour la deuxième édition, on est arrivé même à 4300. Et avec une participation équivalente de part et d'autre de la frontière. Ça, c'était assez intéressant de le voir. On a eu 17 projets retenus sur 42 en 2022 et 18 en 2023 sur 32.
on a décidé en 2023 un petit peu de restreindre le nombre de projets pour faciliter aussi la lisibilité des projets, parce qu'on avait une liste à l'après-vert et les citoyens n'allaient pas jusqu'à la 3e page, ils s'arrêtaient généralement à la première. Et donc ça posait quelques difficultés. Donc on a décidé de limiter à une trentaine de projets sur la 2e édition. Et les thématiques finalement qui ont été retenues, et ça c'est assez intéressant, c'est que les thématiques, le panel était extrêmement varié. On a eu le sport qui a été quand même très bien représenté, notamment lors de la 2e édition, avec du surf, du rugby, des projets autour du surf, du rugby, de la pelote basque forcément. Ensuite, beaucoup de projets, même la majorité autour de la culture et de la langue basque forcément, puisque là, on le sait, on a un tissu associatif très développé autour de ces thématiques-là, et une citoyenneté déjà très sensibilisée et très mobilisée. Donc forcément, ils ont obtenu des votes assez importants. Autour de la jeunesse aussi, avec les écoles de la 2e chance de Paris de la Frontière, par exemple, qui ont développé des projets ensemble, la mobilité durable, de l'environnement aussi, la protection d'espèces endémiques, d'abeilles par exemple, dans le domaine économique aussi, sur la création d'un cluster transfrontalier de jeunes qui investissent tout ce qui est sur les nouvelles technologies, etc. Et pour terminer, voilà les petits enseignements en fait, qu'on a pu tirer de cette... ça a disparu, mais je vous les lis rapidement, mais de cette expérience, c'est vraiment un nouvel instrument qui a permis de créer des nouveaux liens avec le citoyen et la société civile. Pour nous, institutions, on a touché un public qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer, et ça a vraiment été très positif sur ce point-là. On a eu un enrichissement vraiment mutuel pour nous en institution du fait de pratiques totalement différentes. Finalement, toutes les réunions préparatoires nous ont vraiment ouvert nos perceptions, nous ont questionnés, nous ont interrogés et nous ont permis de développer vraiment des approches nouvelles en sortant un petit peu de nos cadres classiques. On a eu aussi cet aspect-là, cette vision très, en fait, que le budget participatif constitue un catalyseur de projets, même pour les projets qui n'ont pas été lauréats. Et ça, c'est important, puisque les projets, en fait, comme je le disais, certains ne se connaissaient pas en amont. Ils ont déjà engagé donc, une démarche de collaboration avec leurs partenaires. Et même s'ils n'ont pas été lauréats, ils se sont dit, tant pis, on continue malgré tout notre collaboration, notre coopération. On ne va pas s'arrêter, on va chercher d'autres moyens de financement. Mais ça nous a permis au moins de nous rencontrer et d'avoir une vision commune. Et ça a été donc en ce sens un véritable révélateur du bassin de vie transfrontalier qui existe, mais qui pour les institutions demeure peu tangible et parfois pas visible également. Et c'est un dispositif qui est transposable aussi, et ça c'était vraiment l'intention de la part des deux collectivités, c'est qu'on a prévu un modèle assez facile à mettre en œuvre, on dira, et qui a été d'ailleurs lauréat du prix territorial d'argent de l'AMF et du Sénat en 2022 pour cette raison-là. Il y a encore quelques questionnements, et je finirai avec ça, mais c'est malgré tout des perspectives assez favorables. C'est quoi là on a vu quand même que les associations à fort potentiel mobilisateur demeurent quand même lauréates et en tête des votes. Clairement, toutes les associations avec un tissu très développé transfrontalier et dont l'objet est souvent transfrontalier sont sorties quand même dans les premières votées. Et donc notamment autour de la culture de la langue basque, ça c'est clairement identifié. On ne connaît pas les profils des votants, ça aussi c'est une autre question, on ne sait pas le profil sociologique, l'âge, etc. L'âge on l'a, mais le lieu de résidence aussi, mais malgré tout on n'a pas vraiment ce profil complet du votant, et ça serait intéressant d'engager une démarche autour de ça également pour pouvoir mieux comprendre aussi les réalités sociologiques en fait, de ces projets, etc. Et voilà, comme je disais, on a l'absence de cette structure qui nous pose vraiment des difficultés de portage commun, et on aimerait à terme peut-être aboutir à un dispositif plus intégré un jour. Donc il y a une réflexion à mener autour de la création d'une structure commune, et ça aussi c'est quelque chose qui se développera à terme, je pense. Et ensuite, la dernière difficulté ou dernier questionnement, c'est qu'on est très dépendant de l'octroi de crédit chaque année, puisqu'ils s'établissent lors du vote du budget annuel. Et donc,
on ne sait pas, la question de la pérennité du budget est toujours remise en cause. On est dépendant du coup de 2 entités, donc il suffit qu'une entité ne souhaite plus investir ce champ-là pour que le budget de fait disparaisse. Il ne peut pas être porté uniquement par une seule des 2 entités, ça n'aurait pas de sens. Et donc en ce sens, voilà, c'est quelque chose qui serait peut-être à mettre en place sur du long terme si on veut vraiment s'assurer de sa pérennité. Voilà. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire sur le budget participatif transfrontalier. Merci. Oui, je crois. Je vais continuer de griller. Merci beaucoup d'être venu de si loin pour nous parler pour nous partager ce budget participatif transfrontalier, pour lequel, si je comprends bien, le cadre juridique est encore plus mince que pour le budget national, mais pourtant qui fonctionne. Et surtout, je relève que vous associez les élus, la société civile et les chercheurs, ce qui est suffisamment rare pour être souligné quand même. Bravo. Alors on va essayer de voir si on ne peut pas dépasser cette question du budget participatif avec mon collègue gestionnaire qui nous vient de Dauphine, Léonard Gourbier. Oui, merci beaucoup pour nous donner la chance de participer à cette table ronde. Donc l'idée de mon intervention, c'est un peu de vous donner le regard des sciences de gestion, notamment du management public ou de ce qu'on appelle souvent les sciences administratives, sur cette question de la participation citoyenne dans le processus budgétaire, parce qu'en fait, on le verra, mais c'est une question qui est en fait assez ancienne dans la recherche en management public, et le budget participatif, c'est finalement un élément parmi une panoplie de dispositifs qui peuvent exister pour favoriser la participation des citoyens dans le processus budgétaire. Alors, rapidement, pour revenir sur le concept de budget participatif tel qu'il est vu par les sciences de gestion, par les sciences administratives, et pour ensuite élargir à la question de la participation citoyenne. Bon, évidemment, quand on regarde les travaux en sciences administratives, en sciences de gestion sur le budget participatif, l'expérience de Porto Alegre au Brésil est surreprésentée, forcément, hein, c'est certainement l'expérience la plus aboutie en termes de budget participatif à ce jour, et notamment avec les travaux de Saint-Omer, hein, qui ont largement contribué à diffuser cette expérience sur le plan international. Depuis une dizaine d'années, on a aussi beaucoup de travaux en management public, en sciences de gestion globalement, sur les expériences qui sont menées à l'étranger, notamment en Italie, où il y a des expériences de budget participatif qui sont assez intéressantes, dans des pays de l'ex-bloc soviétique aussi, où on cherche à travailler sur la participation citoyenne, et il y a pas mal d'expériences qui ont été documentées par la recherche en management. Et donc c'est assez intéressant. Et ce qu'on peut observer quand on regarde cette littérature, c'est qu'il est à peu près, il est indéniable que c'est un outil, le budget participatif, qui a connu un réel engouement et un regain d'intérêt au cours des 15 dernières années. Et ça se voit aussi dans le nombre de publications qui se sont accumulées au cours des 10-15 dernières années. Et ce qu'on peut observer aussi, et qui est assez intéressant, c'est que d'un pays à un autre, et je trouve que l'intervention qui a précédé le montre bien, il y a des pratiques qui sont extrêmement hétérogènes en matière de budget participatif, et même dans ce qu'on va dénommer un budget participatif d'un pays à un autre, souvent on parle de choses qui sont très différentes. Et donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir une définition commune, et la définition, je pense, qui est la plus parlante sur le budget participatif, c'est celle qui est donnée par Saint-Omer et ses co-auteurs, qui explique qu'en fait que pour qu'il y ait budget participatif, il faut que 5 critères soient réunis, c'est-à-dire premièrement qu'on ait une dimension financière et budgétaire, qui soit au cœur des échanges. On ne parle pas uniquement de politique publique, de grandes orientations, mais on parle d'enveloppe budgétaire, financière, de montant en argent. Le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication du politique, d'une manière ou d'une autre. Alors souvent d'ailleurs au niveau municipal, hein, puisque c'est souvent des expériences qui sont menées par des villes, mais pas seulement, et d'ailleurs de moins en moins. Enfin, beaucoup d'autres échelons territoriaux se lancent dans ce type de démarche. Il faut que ce soit un processus qui soit récurrent, répété. Et on a vu la difficulté notamment du manque parfois de pérennité. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours soumis au crédit qu'on va allouer à ce dispositif-là.
Il faut qu'il y ait un processus de délibération qui soit dédié, c'est-à-dire qu'il y ait une manière de choisir les projets avec une démarche qui soit clairement identifiée. Et il faut qu'il y ait cette fameuse redevabilité, ce que nos amis anglophones appellent l'accountability, c'est-à-dire un rendre compte des projets qui sont menés et que le citoyen ait ensuite, a posteriori, un regard sur ce qui a été fait. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un peu une définition commune qui nous permet de différencier en quelque sorte ce qui est un budget participatif et ce qui n'en est pas. Alors, je ne reviens pas sur les différents choix qui sont à opérer lorsqu'on met en place un budget participatif, parce que je pense que les deux témoignages qui ont précédé ont largement permis de revenir sur cette question-là. Mais enfin, on pourra en rediscuter dans la question, dans les temps d'échange apprécient d'ailleurs s'il y a des questions là-dessus. Je ne reviens pas non plus sur le processus de type et je ne reviens pas non plus sur les défis parce que ma collègue en a déjà parlé lors de la première intervention, des défis à la fois politiques. Alors, déjà convaincre les élus, mais aussi, mais ça j'y reviendrai plus tard, assurer une réelle représentativité, et c'est pas toujours évident déjà de savoir qui participe, et d'avoir des taux de participation qui soient assez élevés. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, parenthèse, c'est que même dans l'expérience de Porto Alegre, où pour le coup on avait un budget participatif qui avait un réel impact sur la vie quotidienne des gens, c'était extrêmement difficile de mobiliser les citoyens à tel point qu'ils organisaient des spectacles, des événements festifs pour attirer les citoyens et ensuite dans un deuxième temps discuter du budget. C'est dire que même lorsqu'il y a des enjeux forts qui sont débattus, cette question d'attirer, d'intéresser le citoyen, c'est pas forcément évident. Les défis budgétaires, c'est aussi le montant qu'on est capable d'allouer à ces budgets-là, mais ça, on en a aussi parlé. Et des défis en termes managériaux, et ça, forcément, ça m'intéresse tout particulièrement en tant que chercheur en sciences de gestion, c'est dans un second temps de savoir gérer cette interaction entre les porteurs de projets qui ont été retenus dans le cadre du budget participatif et les techniciens qui vont accompagner la mise en œuvre des projets et des études qui ont été menées, et même de celles que j'ai pu mener avec des collègues, on se rend compte qu'en fait, cette coordination entre citoyens et technicien, elle n'est pas si fluide que ça, et souvent ça génère quelques frottements, et en fait ça s'accompagne aussi en interne, un budget participatif, et c'est ça je trouve qui est assez intéressant à développer. Mais voilà, et donc l'idée de cette intervention, c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres formes de participation citoyenne dans le processus budgétaire qu'on peut imaginer, et c'est plutôt là-dessus que je vais axer la suite de mon intervention. Donc quand on parle de participation citoyenne dans le budget au sens large, du point de vue des sciences de gestion, et ça a été un peu le point de départ de toutes ces recherches-là, c'était de considérer qu'en fait on était dans une situation où il y avait une crise de confiance des citoyens envers les pouvoirs publics, crise de confiance qui a notamment été matérialisée dans les années 70 par toutes les réformes dites du New Public Management. Enfin, l'idée c'était aussi de réduire l'influence de l'État qui avait pris avec l'État-providence trop d'importance pour certains dans la vie économique. Donc il y avait beaucoup de détracteurs qui voulaient réduire cette présence de l'État dans la société. Et l'une des manières, en fait, de justifier de la présence de l'État dans la société, c'était de faire participer davantage les citoyens. Avec l'idée que si les citoyens participaient davantage au processus managériaux, ils auraient davantage confiance dans ce que fait l'administration, les choix qui sont faits, les politiques qui sont mises en œuvre. Donc ça a été le point de départ de beaucoup d'initiatives en matière de participation citoyenne. Et on a eu, notamment dans les sciences administratives, plein de concepts qui se sont développés, comme la coproduction de services publics, la question de la nouvelle gouvernance publique, qui se voulait plus démocratique, plus ouverte, plus inclusive. Et même aujourd'hui, il y a des travaux dans lesquels on parle de management public démocratique. Donc voilà, cette question d'intégrer le citoyen dans la chose administrative, elle se pose de plus en plus. Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a plein de processus administratifs dans lesquels on a inclus davantage le citoyen, là, notamment la formulation des projets politiques, ou même parfois dans les équipes politiques qui sont élues, on a des dispositifs assez innovants pour intégrer le citoyen, pour co-construire un projet d'administration. Et le budget, c'est un outil qui résiste encore en fait à s'ouvrir davantage à la participation citoyenne. Et ça, c'est un constat qui est fait dans beaucoup de recherches où, en matière de processus budgétaire,
on n'a pas beaucoup avancé sur la question de l'intégration des citoyens dans ce processus budgétaire. Alors la question qui vient après, c'est si on veut intégrer le citoyen dans ce processus budgétaire, comment on fait ? Et en fait, il y a 4 grandes questions de cette participation citoyenne. C'est pourquoi on le fait, quel est l'intérêt de le faire, avec qui on le fait, quand on le fait et comment on le fait. Alors, juste pour revenir d'abord sur le qui, ce qui est intéressant dans la recherche en gestion, et notamment les travaux de Beckett et King, c'est qu'eux identifient 4 types de citoyens différents. Et c'est assez intéressant. Et 4 types de citoyens différents dans leur relation à la chose publique. Premièrement, il y a des citoyens qui vont être complètement passifs, généralement qui sont aussi abstentionnistes lors des élections et qui sont assez désintéressés, pour ne pas dire totalement désintéressés des affaires publiques. Et là, c'est très difficile de mettre en œuvre des initiatives de participation qui vont aller chercher ces citoyens-là. Parce que là, on a des citoyens qui sont déjà dans une phase de passivité, et c'est toute la question, toute la difficulté, c'est comment on recrée un lien avec ces citoyens-là. Il y a des citoyens qui vont être plutôt dans une posture de participation indirecte, c'est-à-dire ils participent aux élections, ils votent pour les représentants, ils vont voter pour des référendums éventuellement sur des questions importantes, mais au-delà de ça, ils ne vont pas être particulièrement intéressés, ils ne vont pas avoir une appétence à s'impliquer davantage dans la chose publique, dans les affaires publiques. Il y a ensuite des citoyens qui vont avoir une participation informée, c'est-à-dire qu'eux ont un réel intérêt pour les affaires publiques, ils vont rechercher des informations, ils vont être capables également d'être actifs et de s'impliquer, mais uniquement sur des questions qui les concernent directement. Et ça, en fait, c'est bien parce que pour le coup, là, on a des citoyens qui potentiellement ont envie de s'impliquer, de participer à des dispositifs tels qu'un budget participatif. La difficulté de ces citoyens-là, c'est qu'ils s'intéressent surtout aux questions qui les concernent eux, c'est-à-dire des questions qui vont être proches de leurs intérêts. Et toute la difficulté, c'est comment on réussit à les intégrer, au-delà de ça, à des questions d'intérêt général, qui sont celles qui doivent être discutées aussi dans le cadre d'un processus budgétaire. Et enfin, on a le citoyen parfait du point de vue de la participation, c'est-à-dire celui qui est dans une participation active, qui va être présent à des réunions, qui va être actif dans des groupes d'intérêt, mais qui va aussi être en capacité d'adopter un point de vue altruiste, d'intégrer dans sa réflexion des enjeux d'intérêt général. Et ça, c'est évidemment le citoyen le plus recherché, enfin le citoyen qu'on préfère avoir lorsqu'on mène des expériences de participation citoyenne. Lorsque la question du quand, en fait, on peut reprendre les phases du budget participatif classique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait intervenir les citoyens au moment de la préparation budgétaire, c'est-à-dire lorsqu'on construit, lorsqu'on fait les arbitrages, et là, la participation citoyenne, elle peut permettre d'informer la prise de décision, de faire remonter les enjeux prioritaires du point de vue des citoyens, d'ajuster des enveloppes allouées aux différentes politiques publiques en fonction des préférences des citoyens, d'affiner éventuellement les programmes d'investissement, de prioriser les investissements dans des programmes d'investissement public. Et donc là, l'idée, c'est, au moment où on va prendre nos décisions, d'avoir l'appui, la connaissance des préférences des citoyens. La deuxième possibilité, c'est d'impliquer le citoyen au moment de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire tout au long de l'exercice. Et là, on va avoir des citoyens qui sont impliqués dans le suivi du budget, c'est-à-dire ils vont suivre la mise en œuvre des programmes, la consommation des enveloppes budgétaires, et même éventuellement être consultés en cas d'imprévu en cours d'exercice et où on a besoin de réallouer des budgets et où on va estimer que des réajustements budgétaires vont devoir être discutés, débattus avec des citoyens. Et enfin, on peut aussi les impliquer au moment de la clôture, c'est-à-dire à la fin du processus budgétaire, finalement au moment du compte administratif, pour avoir un regard rétrospectif, une post-évaluation, et que les citoyens soient partie prenante de la post-évaluation budgétaire, pour reprendre les termes des sciences de gestion. Et enfin, pas enfin, mais l'autre point, c'est aussi le comment. Et là, c'est sûrement des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais on identifie 3 degrés
dans la participation, sachant que ces degrés ne sont pas exclusifs les uns avec les autres. Premièrement, le premier moyen de faire participer des citoyens, c'est déjà de les informer, de les tenir informés, en diffusant des documents, en faisant des réunions d'information, en mettant en place des stratégies de communication, notamment dans des médias généralistes pour toucher plus de monde, sur les réseaux sociaux, etc. Mais donc, il y a un enjeu d'information publique. Le deuxième degré, c'est de consulter le citoyen via des questionnaires, via des sondages, via des réunions de consultation, des comités citoyens, etc., des comités consultatifs. Et le troisième degré, c'est l'engagement public, c'est-à-dire d'avoir des citoyens qui sont réellement partie prenante du processus budgétaire, avec des comités citoyens qui vont être présents tout au long du processus budgétaire, ou des groupes thématiques, c'est-à-dire sur certains sujets, des citoyens spécialistes ou qui ont une appétence pour un sujet et qui vont intervenir dans le processus budgétaire au titre de cette expertise. Et donc, dernier point, le pourquoi, quand on regarde pourquoi on a envie de faire participer le citoyen dans le processus budgétaire, les arguments qui sont avancés ou les intérêts qui peuvent être retenus des recherches qui ont été menées. Premièrement, et ça c'est le point qui est en réponse à cette fameuse crise de légitimité dont je parlais avant, c'est de développer une attitude positive vis-à-vis des pouvoirs publics, de renforcer la confiance des citoyens dans le travail de l'administration. Deuxième point, c'est également de faire de la pédagogie, de renforcer l'acceptabilité des décisions qui sont prises par l'administration, dans une époque où c'est de plus en plus dur de faire accepter des décisions publiques. Troisième point, de mieux connaître les attentes, les besoins des citoyens pour les intégrer dans les arbitrages budgétaires. Et enfin, de renforcer la transparence et de démocratiser l'action publique. Et ça, c'est notamment des enjeux très forts du budget participatif dans les pays de l'ex-bloc soviétique, où pour le coup, cette question-là de la transparence, du rendre compte, elle est très présente dans les expériences qui sont menées dans ces pays. Pour terminer, avec le temps qui me reste, je voulais vous présenter les leçons d'une petite enquête qu'on a menée avec un collègue, où on a diffuser un questionnaire auprès de managers publics pour savoir en fait quels étaient eux leurs points de vue sur l'intégration des citoyens dans le processus budgétaire. Et donc c'est un article qui apparaît dans la revue du gestionnaire public que j'ai coécrit avec mon collègue Sébastien Donny, qui est lui aussi chercheur en sciences de gestion, en management public. Et on a eu 36 répondants. Bon, c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir quelques idées quand même sur la manière dont les acteurs qui ont répondu, et qui donc, s'ils ont répondu, il y a sûrement un biais, c'est qu'ils ont un intérêt pour ces démarches-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'au moment de la préparation budgétaire, globalement, beaucoup de répondants font de l'information. C'est-à-dire 62% des répondants nous ont dit qu'ils menaient un travail d'information avec de la communication spécifique, soit sur support papier, soit via alors sur support papier majoritairement, notamment avec les magazines de communication des collectivités, mais également un peu sur les réseaux sociaux et quelquefois dans des médias traditionnels. Par contre, pour les deux autres formes de participation, c'est-à-dire faire de la consultation, consulter le citoyen pour intégrer ça dans les arbitrages, c'était seulement 6% des répondants qui nous ont dit qu'ils faisaient ce type d'expérience, et seulement 3% pour l'engagement public, puisque 90% qui ne le font pas. Et généralement, les raisons qui sont avancées, c'est d'abord un manque de moyens, c'est-à-dire on n'a pas les moyens, on n'a pas suffisamment de temps pour faire ce travail de consultation. Mais c'est assez surprenant de voir que quand même, à peu près 30% des répondants considèrent que ce n'est pas pertinent de consulter le citoyen au moment de la préparation budgétaire. Ça nous paraissait, nous, plutôt pertinent, en fait, de reprendre l'avis des citoyens quand on veut affiner les arbitrages budgétaires. Donc 30% qui trouvaient que ce n'était pas pertinent, ça nous a un peu surpris comme résultat. Quand on a demandé aux personnes sur l'exécution budgétaire quelle forme de participation ils mettaient en place, là encore, on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup d'informations. 66% des répondants qui communiquent régulièrement sur l'exécution budgétaire, évidemment très largement dans les magazines de communication de la collectivité, 87% sur support papier,
Un petit peu aussi également sur le site internet de la collectivité, 58%, les réseaux sociaux de la collectivité, 54%, c'est quand même important, et les médias traditionnels, sur 42%, notamment sur les médias locaux, pour communiquer auprès des usagers, des citoyens, sur l'avancée des projets, notamment en termes d'investissement d'ailleurs. Là encore, pour ce qui est de la consultation et de l'engagement public, il y a très peu de démarches qui sont mises en œuvre, avec, là encore, le manque de moyens qui est avancé comme raison principale à la non-mise en place de ces pratiques-là, et également le manque de pertinence, environ 30%, qui explique qu'on ne mette pas en place ce type de participation. Et pour ce qui est de la post-évaluation, là encore, on fait beaucoup d'informations publiques. Là encore, ça passe beaucoup par les médias de la collectivité territoriale. Pour ce qui est de la consultation et de l'engagement, on ne fait pas grand-chose. Alors, on fait un peu plus de consultation quand même pour ce qui est de la post-évaluation. Notamment, on va beaucoup de consultations en direct avec les citoyens pour en fait avoir un regard rétrospectif, évaluatif sur les projets qui ont été mis en place. Par contre, engagement public, là encore très peu de choses qui sont faites pour co-construire une évaluation, co-construire un regard rétrospectif sur le budget. Et alors pour conclure, si on a un peu un regard global sur cette étude, les résultats sont en fait pas très surprenants, hein. On fait beaucoup d'informations autour du budget, c'est-à-dire que ce soit au moment de la préparation, de l'exécution ou du compte administratif, on communique beaucoup envers le citoyen, mais on fait très peu de consultations et d'engagement. Et là, pour le coup, il y a quand même des questions à se poser, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré, et notamment avec des approches en sciences cognitives, pour mesurer de façon mathématique l'impact réel de la communication publique sur le citoyen, et en fait toutes les études montrent que l'impact de la communication publique aujourd'hui sur le citoyen, c'est très faible. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas, si on veut réellement impliquer davantage le citoyen, d'autres formes de participation à développer dans le cadre du processus budgétaire, parce que si on se limite à de l'information, en réalité, on n'est quand même pas très impactant sur ces questions-là. Ce qu'on peut retenir aussi quand même de l'étude, c'est qu'on a une majorité de répondants qui sont favorables au développement des pratiques de participation dans le budget, quelle que soit d'ailleurs l'étape considérée, hein, prépa, exécution, post-évaluation, et les principaux freins qui sont évoqués par les acteurs. En premier lieu, très largement, c'est le manque de moyens, c'est-à-dire évidemment on n'a pas le temps, on n'a pas suffisamment de moyens pour allouer du temps sur de la participation budgétaire, des freins politiques aussi qui sont souvent évoqués, c'est-à-dire finalement les élus ne sont pas forcément très favorables à ce qu'on développe davantage la participation citoyenne, un échange direct en fait qui les court-circuite entre administration et citoyens, et puis également le manque de pertinence parfois de la participation sur certaines étapes et sur certains types de participation, et des difficultés techniques qui viennent aussi en dernier lieu. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup Léonard pour cette intervention très claire qui en fait nous a montré que le budget participatif c'est finalement un objet de recherche beaucoup plus gestionnaire que juridique. Et qui a aussi mis en avant l'intérêt, l'importance de l'évaluation post-budgétaire que l'on ne fait pas assez, notamment au niveau de l'État, mais bon là c'est un autre sujet. Donc je passe la parole à Aurélien Debré, qui est avocat au barreau de Nantes et également docteur en droit public. Bonjour à tous. Je vais moi aussi remercier les organisateurs pour la logistique de cette organisation et pour l'idée de cette thématique. Parce que le budget participatif, c'est quelque chose qui arrive plus ou moins en force depuis une vingtaine d'années, même si en France, ça fait vraiment 10 ans qu'on commence à s'y intéresser d'un peu plus près. Et pour ma part, je vais avoir une lecture alors un peu historique, beaucoup critique, et je vais repartir de ce qui a été dit par l'une des étudiantes, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, mais vous étiez deux à le présenter, et vous aviez dit que c'était une... Bon, je vais résumer vos propos. En gros, c'est une bonne chose, le budget participatif, c'est bien. Et je suis d'accord avec vous, c'est bien. Je suis d'accord avec vous, c'est une notion qui renvoie à la décision. Mais c'est bien, et uniquement du côté de ceux qui envisagent la démocratie comme une bonne chose.
Et là, je rejoins les propos introductifs des deux étudiants qui ont introduit le sujet. Le budget participatif, c'est bien pour la démocratie, mais en fait, la démocratie, c'est une petite part de nos finances publiques. Et ce budget participatif, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, il n'est pas du tout nouveau. On a connu ça plein de fois par le passé, et l'impression qu'on a aujourd'hui avec l'idée géniale du budget participatif qui aurait été trouvé, qu'on amènerait comme ça sur un plateau, est peut-être un peu erronée. Et 2, le budget participatif qu'on nous présente n'est qu'une des formes possibles de participation. Et en fait, on a eu plein d'autres options de participation qui se sont offertes aux citoyens et que je vais me permettre de vous rappeler. En introduction, je rappellerai que le budget participatif, quand je dis que c'est une bonne chose pour la démocratie et que c'est une bataille de la démocratie contre, non pas le reste du monde, mais le reste des autres options possibles, vous allez vous en rendre compte quand je vais faire la petite liste que je vais vous citer. La démocratie, c'est une option. On a également l'aristocratie, qui est une autre option. Et je vous rappellerai au passage que quand on élit des représentants, ce qui est le cas dans nos collectivités, on va élire le conseil municipal, ce qui est le cas à l'échelon national, on peut parfaitement considérer que c'est une forme d'aristocratie, puisque l'élection, c'est l'idée d'élire les meilleurs, en principe, en tout cas de ce qui se présente. Et du coup, l'élection des meilleurs, par définition, c'est le principe même de l'aristocratie. Donc là, déjà, le fait de voir que le budget participatif vient s'entrechoquer contre cette représentation traditionnelle qui est celle qui décide financièrement, c'est déjà une première bataille, mais ce n'est pas la seule. Le budget participatif, en tant que représentant de la démocratie, il vient aussi se battre contre d'autres formes possibles. Alors là, je vous fais une rapide liste. Il y a l'ancéocratie qui est possible. L'ancéocratie, c'est le pouvoir des serviteurs. Aujourd'hui, je vous rassure, en France, ça n'existe plus, il n'y a plus d'esclaves, même si on peut parler de serviteurs de l'État. Mais c'était le cas, par exemple, à Athènes, et je vais revenir dessus. C'est aussi une lutte contre l'holocratie. L'holocratie, c'est une forme de pouvoir qui est régie par une intelligence collective, ce qui peut être le cas de certaines organisations. C'est aussi une lutte contre la sophocratie ou la sociocratie, et là, c'est le pouvoir de la sagesse. Aujourd'hui, elle n'est pas vraiment présente, même si on pourrait penser à nos sénateurs qui apparaissent comme des sages, mais on la retrouve assez peu. Et enfin, et de façon beaucoup plus prégnante, c'est aussi une lutte contre à la fois la technocratie, qui elle est toujours existante, et ce qu'on pourrait appeler, mais je ne retiendrai pas le terme, mais l'administrocratie. C'était Jean Ménot qui avait introduit ce terme, et c'est le pouvoir de l'administration, qui peut quand même être des fois très important, puisque c'est elle qui pilote les projets. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, je ne porte pas de jugement. Je dis simplement qu'il y a des luttes, il y a des bagarres entre les représentations et les systèmes possibles, et le budget participatif, pour bien se le représenter et bien avoir conscience des choses, c'est une forme d'expression possible du pouvoir et de la décision financière, mais il y en a plein d'autres. Et si ça se trouve, ce n'est pas la meilleure, parce que peut-être que les personnes ne sont pas les plus aptes à bien décider pour les finances. Peut-être que finalement, la technocratie, c'est ce qu'il y a de mieux, ou une autre forme d'organisation. Là, j'ai envie de dire, seul le résultat compte. Mais en tout cas, la démocratie a son mot à dire. Elle a son mot à dire parce qu'il y a deux choses qui doivent être mises en avant pour valoriser ce système. C'est d'une part que c'est quand même l'argent des citoyens ou des administrés. Alors j'entendais tout à l'heure la DGA qui disait justement que c'était important de montrer ce qu'on fait de l'argent, et c'est vrai, parce qu'à la base, c'est quand même l'argent des personnes concernées. Donc ça ne va pas de soi qu'on donne autant d'argent à une entité collective. On pourrait très bien imaginer des systèmes où on donne très peu. Donc le fait de donner beaucoup implique d'avoir un droit de regard, ce que prévoit d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est aussi ce qu'on retient de plus en plus fréquemment, une compétence d'usage dont disposent les administrés. Le fait d'être administré fait qu'on a un savoir, on a aussi des compétences. Et ces compétences-là, on a le droit de les revendiquer. Et c'est pour ça que les projets qui sont menés en lien sont des projets utiles et facilement valorisables, parce qu'on peut mettre en avant la compétence des administrés. Donc comme je vous l'indiquais, je vais apporter mon éclairage sur deux axes. Un, c'est pas nouveau, donc c'est un éclairage dans le temps. Et deux, le budget participatif n'est pas le seul moyen possible, il y en a eu plein d'autres par le passé, des pacifiques comme des un peu plus agités. Alors d'abord, au niveau de l'existence dans le temps de ce budget participatif, je pourrais presque faire mon résumé de paragraphe en une phrase en citant l'Ecclésiaste, qui était dans l'Ancien Testament, et qui disait « Ce qui fut sera, ce qui s'est fait se refera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Autrement dit,
on a déjà fait circuler, il n'y a plus rien à voir. Si on regarde loin dans le passé, et là je vais juste faire 4 focus parce que au niveau du timing je ne pourrais pas faire plus, mais si on va déjà au niveau de l'Antiquité, je ne vous apprendrai rien en vous indiquant qu'Athènes avait déjà fait beaucoup. Et ce n'est pas anodin de citer Athènes, parce que Athènes nous a montré un très bel exemple en matière financière. Les finances publiques à Athènes, avec le domaine militaire, c'était les 2 seuls domaines dans lesquels il était impossible de se passer d'une administration. Autrement dit, c'est les 2 seuls domaines dans lesquels on savait très bien qu'on ne pouvait pas complètement lâcher la bride vis-à-vis des administrés. Donc ça représente bien le problème qu'on a aujourd'hui entre conserver une forme de pouvoir pour les autorités locales et notamment exécutives et offrir aux administrés la possibilité de dire leur mot. Et cette véritable difficulté qui doit se rencontrer et qui n'est pas évidente à mettre en œuvre, comme on l'a entendu aujourd'hui, qui demande beaucoup d'énergie, Athènes l'avait rencontrée, et avec les moyens de l'époque, qui n'étaient pas exceptionnels, il y avait, regardez Marathon, il a mis quand même pas mal de temps pour transmettre un message sur 42 km, donc ça veut dire que ce n'était pas la folie d'Internet ni des réseaux, et malgré ça, ils ont quand même réussi à le faire, cette idée d'un budget très participatif. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a existé, qui était faisable. Alors pas pour tout le monde, parce que je sais qu'il n'y avait pas les femmes, il y avait les esclaves, mais globalement, avec les moyens de l'époque, c'est quand même une vraie performance d'avoir fait ça. Donc on sait que ça existait, et aujourd'hui, en parlant de budget participatif, il n'y a absolument rien de nouveau. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait, ce n'est pas une exception, une invention absolument géniale, c'est quelque chose qui a déjà existé. Si on fait un petit bond dans le temps, même un vrai bond dans le temps, on a aussi une expérience de budget participatif avec ce qu'on appelait les assemblées de village. Et là, pour le coup, on revient en France, dans nos campagnes. Et les assemblées de village étaient l'exemple type de budget participatif. Alors quand je dis village, c'est vraiment les villages, la ruralité. Je ne parle pas des villes qui, elles, étaient beaucoup plus organisées. Je parle des villages qui, pour les gens de l'époque, étaient une forme très obscure de vie humaine. Et je le dis en toute sincérité, vous pourrez aller lire La Bruyère, et vous verrez comment il parle des villageois ruraux. C'est à la limite entre la bête et l'homme. On se demande s'ils ont une existence avec une intelligence humaine. Mais quoi qu'il en soit, ces petites assemblées de village qui ressemblaient finalement à ce qui a été évoqué par les différents intervenants. C'est des assemblées qui sont calquées sur les assemblées paroissiales. Donc on a des vrais tissus associatifs. Alors à l'époque, on ne va pas parler de tissu associatif, mais finalement, comme Porto Alegre, qui a été cité par Léonard, et les tissus associatifs par Iban et la DGA de Nanterre, on voit que quand il y a une vie associative, il y a une possibilité de budget participatif. Et là, dans les assemblées de village, il y avait un budget participatif, puisqu'on avait des attributions financières, on jugeait des réclamations des contribuables, on gérait les finances de la paroisse, on pouvait même, au besoin, voter des impôts additionnels. On désignait le collecteur, donc en fait on était autonome, encore plus que ce qu'on pourrait penser aujourd'hui avec nos budgets participatifs. Et pourtant, c'était des paysans, donc je veux dire par là que ce n'étaient pas forcément des gens qui avaient reçu une grosse formation intellectuelle, c'était des gens qui n'avaient pas forcément le temps, parce qu'ils avaient un travail à côté, donc c'était des gens qui étaient très limités par tous ces éléments-là. Si on continue, et j'accélère par la suite, on a les états généraux avec les cahiers de déléance, et les états généraux, c'est parce qu'on avait un besoin exceptionnel de finances. Curieusement, on a su mobiliser l'ensemble des Français sur ce sujet-là. Donc là, je vous renvoie à nos cours d'histoire, parce que je n'aurai pas le temps d'en dire plus. Et très récemment, on a aussi eu des ligues de contribuables qui se sont créées. Alors on en a eu dès le début du XXe siècle, mais on en a eu dans les années 20 à l'échelon local. Et ensuite, à partir de 1928, avec la Fédération nationale des syndicats et groupements de contribuables, qui voulait concurrencer et après se substituer au Parlement pour dire « arrêtez trop d'impôts, faut entendre notre voix ». Donc en fait, il y avait une action directe des contribuables vis-à-vis des décisions politiques, tant à l'échelon national que local. Donc tout ça pour vous dire que le budget participatif, c'est pas nouveau. On a plein d'expériences passées qui montrent qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans cette démarche. La deuxième chose, et je vais être encore plus rapide sur ça, c'est qu'on a d'autres moyens possibles, et là c'est plutôt dans l'espace et non dans le temps que je vais invoquer les possibilités. On a des moyens pacifiques, et on a des moyens un petit peu plus délicats à mettre en œuvre, que sont les révoltes vis-à-vis du pouvoir. Sur le plan pacifique, on a eu, et là je vous renvoie à la lecture de Marcel Mauss, le don.
La notion de don, c'est une notion possible pour participer au budget. Et d'ailleurs, il y a l'article du CGCT qui nous dit que le conseil municipal, il statue sur l'acceptation ou non des dons et legs. Et en faisant un don, j'agis moi-même spontanément sur le budget, sans qu'on me demande mon avis. Mais c'est un moyen formidable pour le faire. On a la philanthropie, qui est très mise en avant dans la démocratie nord-américaine, beaucoup moins en Europe, mais qui permet d'agir directement sur l'augmentation de la qualité de vie. On a le mécénat, qui est très vieux, puisque Mécène, qui fournissait des subsides à Virgile Horace, ou les Médicis, ou encore aujourd'hui, montrent qu'on peut agir sur la vie financière, tant locale que nationale d'ailleurs, de façon spontanée. On a la charité, qui était présente au Moyen-Âge, on a l'évergétisme, qui était le fait que les riches puissent dispendre comme ça leurs subsides pour montrer qu'ils participaient à la vie de la collectivité, et des fois c'était des sommes conséquentes. Tous les fastes de l'Empire romain et autres, c'était l'argent justement de l'évergétisme, donc on peut, sans participer au budget en tant que tel, vraiment avoir un rôle moteur sur les finances publiques. Le droit de pétition a été évoqué en introduction, je ne vais pas revenir dessus. Je signalerai simplement également l'empowerment et le crowdfunding, qui sont deux moyens qui se développent et qui permettent, notamment le crowdfunding avec un site internet, je crois que de mémoire c'est Colecity ou collectivité.fr, je ne sais plus exactement, mais quoi qu'il en soit, on propose un projet, on vous dit vous le financez, vous ne le financez pas. Donc indépendamment du budget participatif, il y a une palette d'actions qui sont possibles pour agir à l'échelon local. Là, ce sont des actions positives, il y a aussi des actions négatives, et j'en terminerai par là, ce sont les révoltes. Il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas les négliger, parce que la révolte, c'est aussi le moyen de participer au budget local. On a eu des révoltes qui étaient très anciennes, on en a dans les années 1500, dans les années 1600. Je ne vais pas vous faire la liste, je vais simplement vous renvoyer à un livre de François Hincker, qui avait bien analysé toutes ces révoltes-là. François Hincker qui avait dressé la liste de tous les moments paroxystiques dans lesquels on a eu des révoltes, que ce soit les révoltes paysannes ou même des révoltes plus politiques comme on l'a au XIXe siècle avec les régimes qui se cherchent ou qui se chassent. On le retrouve aussi à travers la grève de l'impôt. Les grèves de l'impôt, on en a connu, en tout cas des appels à la grève. Et là, j'en citerai une seule, mais pour faire un clin d'œil à notre monde moderne, celle qui avait été mise en avant par Hubertine Auclair, qui avait demandé à ce que les femmes aient le droit de vote. On lui avait dit, quand même. Donc on avait refusé aux femmes le droit de vote, il a fallu attendre 70 ans. Et elle avait dit, très bien, on n'a pas le droit de vote, donc on se met en grève de l'impôt. La grève de l'impôt, c'est un moyen, je cite que ce seul exemple, mais je pourrais essayer de dire les gilets jaunes si je voulais faire mon moderne, pour dire, il y a plein d'actions possibles pour agir sur le budget sans qu'on nous demande notre avis ou qu'on nous autorise. Si je devais faire une liste, comme je l'ai fait en première partie pour les moyens pacifiques, j'indiquerais qu'il existe les manifestations, il existe également la négociation. Il y a des négociations possibles et on le retrouve notamment au niveau syndical ou autre de représentation pour déterminer ce qui peut être bon ou pas bon. Ou des associations peuvent jouer un rôle dans les négociations. Je ne vous y encourage pas, mais il y a la fraude. La fraude, c'est aussi le moyen de montrer un mécontentement et de réviser les dépenses et les recettes en fonction de ce qu'on a pu décider par rapport au comportement des administrés. Avec ça, il y a l'évasion fiscale, bien évidemment. Il y a les réclamations traditionnelles qui, si elles sont faites en grande quantité, peuvent aussi être un moyen d'action. Donc, on a véritablement une palette de moyens, tant positifs, avec toutes ces actions qui nous permettent de répandre nos bienfaits vis-à-vis des autres administrés, que négatifs, à travers une action plutôt contestataire. Et tous ces éléments-là nous montrent que finalement, plutôt que de laisser ces actions courir de façon non contrôlée, parce que du coup ça veut dire que c'est peut-être pas bien orienté, et quand on a des concertations on se rend compte que finalement si c'est bien orienté ça peut être plus efficace que des épisodes comme ceux qu'on a connus récemment, parce qu'en plus c'est coûteux pour la société, les gilets jaunes et autres, et bien peut-être que ce budget participatif qu'on a mis en œuvre il y a quand même beaucoup d'années. Alors, je n'ai pas vérifié si à Athènes, il y avait beaucoup de grèves, ou s'il y avait beaucoup de révoltes, ou s'il y avait beaucoup d'autres... Mais en tout cas, j'ai l'impression et le sentiment, avec toutes les lectures que j'ai pu faire, que c'était quand même beaucoup plus apaisé quand on était en majorité à pouvoir s'exprimer sur un projet. Parce qu'encore une fois, il s'agit de notre bien, de notre argent, qu'on permet de mettre en commun, et ce n'est pas une action évidente de se défaire d'une partie de son patrimoine. Donc c'est pour ça que j'encourage, de mon point de vue, que je défends, j'ai joué le rôle de l'avocat, je défends le budget participatif. Et je terminerai par la citation de Guillaume d'Orange qui doit nous encourager à continuer et qui nous disait
point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour cette très belle ouverture pour conclure notre table ronde qui a été très riche. Et je remercie tous nos intervenants en vous précisant que nos interventions seront publiées dans la revue des gouvernements ouverts, donc vous pourrez les consulter ultérieurement. Et bien merci à vous, participants intervenants.